Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers chez Massy, un endroit où on discute idées, concepts et où on s'inspire mutuellement. Et parlons d'inspiration, aujourd'hui, je reçois pas n'importe qui, je reçois quelqu'un de très inspirant, un jeune entrepreneur qui, pour lui, l'innovation en le futur, il connaît ça comme sa poche, Olivier Roy. Salut, merci. Comment ça va, Olivier? Merci d'être venu. Ça va super. Merci de m'inviter, c'est très apprécié. For real, c'est quand même nice que tu sois venu nous rendre visite, genre, pour ouais, comme t'es tellement nice, pis genre, for real, c'est quand même un honneur, genre, pis comme for real, comme t'es tellement cool, genre, comme fait que... Samuel, combien de fois je t'ai dit de rester dans le placard quand je reçois des invités? Excuse-moi, là, ça fait genre 10 ans qu'on a pas eu d'invités, là. Je comprends. Y a pas de problème. Ça doit être seul dans le placard. Merci pour ta compréhension, Olivier. Y es-tu toujours dans le placard? Est-ce qu'on peut couper? Olivier, tu es fondateur de l'entreprise Live qui vise à automatiser l'achat libre-service pour les petits et moyens commerces. Concrètement, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne la technologie? Live, c'est très simple d'utilisation pour n'importe quel consommateur. On rentre dans le magasin qui a bien sûr déployé notre technologie et en tant que consommateur, il suffit de venir scanner un code QR qui va être à l'entrée, qui va être dans les rayons ou près des caisses même. Et en scannant ce code QR-là avec sa caméra, ça va lancer une application web. Donc, tu n'as rien à télécharger, tu n'as pas de compte à créer non plus. Et tu vas pouvoir venir scanner les articles dans le magasin que tu souhaites acheter. Tu les scannes sur ton cell. Tu payes avec ta carte de crédit ou Apple Pay ou autre méthode de paiement. Et tu vas avoir ta facture directement. Tu vas pouvoir la montrer à un employé si quelqu'un te la demande. Et c'est tout. Tu quittes le magasin et ça te permet de magasiner beaucoup plus rapidement sans devoir faire de file d'attente. Et d'un point de vue commerçant, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on a un problème de main-d'œuvre qui commence à être assez intense en Amérique du Nord, puis même très préoccupant ici au Québec. Mais attends, t'as lancé ça en 2019, juste avant la pandémie. Est-ce que tu as prédit la pandémie, en fait? Est-ce que tu as eu un contact avec un génie qui t'a permis de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans les 2-3 prochaines années? Parce que là, on peut le savoir, là, il y a un réel besoin d'implémenter cette technologie-là dans les commerces. Là. Absolument, mais il faut savoir que quand on a parti la compagnie en novembre 2019, on n'était pas du tout dans le monde des magasins. On était à ce moment-là dans le monde des restaurants. Donc, on était 3 amis de secondaire dans un bar et on voulait payer notre facture. Et le serveur, il venait pas. Puis on se dit, comment on peut payer notre facture sans devoir attendre un serveur qui vient avec la machine? On se dit, bien sûr, on a tous un téléphone cellulaire. On peut avoir une interface web qui vient fermer la facture sur le POS du détaillant. Donc, le POS, c'est l'ordinateur qu'ils ont dans les magasins ou dans les restaurants qui viennent rentrer leur numéro, rentrer c'est quelles assiettes tu as commandées. Et quand tu veux payer, ils viennent fermer ta table, puis ça vient faire la facture et tu payes sur la machine. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est si tu as un terminal de paiement en ligne, comme sur un site e-commerce, et ça vient fermer ta facture à distance, ça peut simplifier beaucoup le processus d'aller dans un restaurant puis attendre ta facture à la fin. Donc, ça s'est vraiment lancé dans un bar. C'est-à-dire que tu étais avec 2 de tes amis qui sont aujourd'hui tes associés au sein de l'entreprise et vous vouliez leave. Exactement. Vous vouliez quitter les lieux exact. Sans avoir à effectivement attendre plus longtemps, faire intervenir une ressource humaine, donc un employé, etc. Et ça vous est venu comme ça, vraiment, et vous avez tout de suite commencé à développer. On a eu l'idée. Ensuite de ça, on a fait la recherche de marché. Donc, regardez, c'est quoi le potentiel de marché, d'un point de vue revenu, d'un point de vue, c'est qui nos clients potentiels. Est-ce que c'est des petites entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises? Est-ce qu'il y a de la compétition dans le marché? Où il y a de la compétition? C'est quoi leur financement? Dans quoi de commerce ils sont? On a vu à l'époque qu'on avait déjà un compétiteur potentiel à Montréal dans ce milieu-là et quelques-uns qui apparaissaient aux États-Unis. Donc, pour nous, c'était quand même assez évident qu'il y avait un besoin, il y avait un marché potentiel quand même très, très intéressant. Donc, on s'est lancé là-dedans, je dirais, en début d'année 2020, quelques mois avant la pandémie. Et on a commencé à développer une version MVP en no-code, montrer comment ça pouvait fonctionner, parler à beaucoup de restaurateurs, essayer d'avoir des lettres d'intention. Et quand on venait juste de lever une petite ronde de financement pour commencer à construire la technologie finale, il y a la pandémie qui est arrivée. OK, et je comprends, c'est là que vous avez pivoté au sein de l'entreprise. Vous vous êtes dit, OK, les restaurants, exact. Pour l'instant, c'est un petit peu chaud. Et, excuse-moi l'expression, c'est un petit peu chaud. La pandémie a beaucoup frappé les restaurants. Vous avez décidé de pivoter vers quelque chose de plus général ou du moins les commerces. Exactement.
Donc, n'importe quel entrepreneur, entreprise, il va avoir des pivots. Il faut toujours se tenir sur un pied et savoir pivoter. Les tendances changent, les besoins des consommateurs et des clients ne sont jamais ce que tu penses réellement qu'ils sont. Donc, savoir faire des 360 degrés, des 180 degrés et s'adapter, c'est très important. Donc, ça qu'on a fait exactement, on a fait un 360 degrés dans un sens. On a quitté le monde de la restauration qui avait plusieurs problèmes, et non pas juste la COVID, qu'on a appris au fur et à mesure. Par exemple, les restaurateurs, c'est beaucoup plus difficile de venir déployer une technologie comme la nôtre parce que il y a moins de willingness to pay, comme on dit dans notre milieu. Effectivement, l'accessibilité financière est différente. C'est-à-dire Exact. que c'est une réalité qui est un peu plus difficile, dans laquelle déjà ils doivent rentabiliser leurs activités maintenant. Ils ont peut-être moins de budget pour investir dans une innovation quelconque. Donc, ce pivot-là, au final, t'a porté fruit. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà des discussions avec certains magasins. Et si je ne me trompe pas, La Vie en Rose. Oui, on n'est pas juste en discussion avec La Vie en Rose, on est quand même déployé dans plusieurs de leurs magasins. Déjà déployé, là. Oui, c'est fonctionnel. Tu peux aller acheter des vêtements chez La Vie en Rose si tu veux, mais peut-être pour une copine un jour. Ça pourrait m'intéresser, effectivement. Wow. Pour revenir à l'aspect, justement, pivot, veux pas, vous avez choisi des commerces. Ça a demandé une certaine recherche, ça a demandé un certain développement. Comment est-ce que vous êtes allé chercher le financement pour pouvoir programmer là, une technologie à la hauteur de ces commerces-là, dans le fond? Ça, c'est une histoire de 2 ans. Dans le fond, quand on a fait notre premier pivot, on venait juste de lever 150 000 en mode de Friends and Family. Et ce 150 000-là était supposé être utilisé pour faire la plateforme MVP pour la restauration. Okay. Mais avec la pandémie, on se dit il faut qu'on aille où est-ce qu'on voulait un peu comme toujours aller. On savait que c'est là qu'était l'avenir, qui était le commerce de détail. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant? Ben, c'est premièrement, ce ne sont pas des particuliers, entre guillemets. Mm-hmm. Les restaurateurs, on peut les voir comme des particuliers parce qu'ils ont une entreprise, parfois 2 entreprises. On parle d'un restaurant ou deux restaurants. Et c'est l'équivalent de vendre à un consommateur. Donc, c'est très marketing. Il n'y a pas besoin... Genre, oui, c'est de la vente directe, mais c'est pas de la vente entreprise comme on verrait dans le monde du commerce de détail. C'est-à-dire B2B versus B2C. Là. Exact. C'est cette distinction-là que tu es en train de faire. Exact. Donc, le monde de la restauration, c'est beaucoup plus proche du B2C que du B2B. Donc, quand tu as une petite force de vente, petite force entreprise, aller vers du B2B, parfois est plus intéressant parce que tu vas moins avoir besoin de dépenser dans du marketing et tu vas pouvoir concentrer ton énergie sur une dizaine ou une trentaine de gros dossiers, que ces gros dossiers-là vont générer plusieurs centaines de milliers de dollars chaque, au lieu d'avoir à trouver des dizaines ou des cinquantaines ou des centaines de petits dossiers qui vont faire quelques milliers de dollars chaque par année. Mais rapidement, pour revenir sur ta question, comment est-ce qu'on a construit ça, puis comment on s'est rendu à financer, etc. Donc, la première affaire qu'on a fait, quand on a fait le pivot, on s'est dit, on doit faire un stunt. On doit faire un stunt et montrer au monde entier, ou plus au Québec dans ce cas-là, comment est-ce qu'une technologie comme ça peut fonctionner et peut coûter moins cher que Amazon Go. Parce qu'il y avait à ce moment-là, en 2020, les Amazon Go, les Startup Nation commençaient à émerger aux États-Unis. Ils investissaient beaucoup de liquidités dans ces projets-là qui étaient émergents à l'époque. Donc, on parle de millions de dollars. On parle de millions de dollars pour des magasins. Vous deviez être assez intimidé quand même d'avoir des géants de l'industrie qui ont vu la même chose que vous avez vu au bar, en fait. Ouais, c'est sûr que il y avait une sorte d'intimidation de mais on peut pas se battre contre Amazon qui vont développer une technologie qui est incroyable, mais l'affaire, c'est que c'est vrai dans un sens, mais en même temps, la technologie Amazon Go, on parle de 500 000 à 1 million de dollars par magasin au minimum. Il n'y a pas de détaillant de petite, moyenne ou grande taille qui va pouvoir payer 500 000 ou 1 million de dollars par magasin sur un ensemble de 200, 300, 500 ou 1000 magasins. Ça ne se fait pas, c'est ridicule. Seul Amazon peut le faire pour son propre magasin de détail. Puis je pense qu'ils avaient fait des magasins prototypes. Ils en ont plusieurs. Alors que vous, votre mission, elle était différente. En fait, c'était de réellement aider les petits et moyens commerces à atteindre cette technologie-là de manière abordable. À très, très faible coût. Exactement. Donc, pour le prouver, en fait, on a ouvert notre propre magasin.
Un réel magasin? Ouais. En ligne? Non, physique. Un vrai... Où était situé ce magasin? C'était le 1er décembre 2020, au Centre Eaton à Montréal. On a loué un local à côté du Levi's. Je sais pas si les Montréalais ici vont savoir c'est où. Mais à côté du Levi's, premier étage, quand tu rentres sur Sainte-Catherine. Le magasin est juste à sa gauche. C'était notre magasin livre. On vendait que des produits québécois. Et c'était le premier magasin au Canada, 100% sans caisse. C'est toute une preuve de concept, ça. Ouais. Ce leap of faith que vous avez fait a rendu votre accès à des liquidités très difficiles. C'est-à-dire que vous aviez pratiquement plus d'argent, ce qui vous a forcé à être créatif en termes de financement, j'imagine. Ça a été quoi les prochaines étapes pour survivre, en fait? Subvention. Subvention. Ouais, on a eu quelques subventions du ministère de l'Économie du Québec, aussi des bourses qu'on a gagnées dans le réseau entrepreneurial, des petits prêts pour les jeunes entrepreneurs. On a su ramener ensemble encore assez de capital pour commencer à monter une équipe. Et de là, en fait, on a reconstruit la technologie de zéro. Et on a commencé aussi à lever une ronde de financement plus importante à l'été 2021. Et en 2021, en mi-2021, c'est aussi là qu'on a rencontré La Vie en Rose, justement. Et on a commencé à travailler avec eux pour implémenter notre technologie dans leur technologie, en fait, dans ce qu'ils utilisent dans l'entreprise. On est venu faire l'implémentation. Et en mars 2022, on a déployé le premier magasin avec eux. Et ensuite de ça, c'était vraiment en mode pilote. Donc, c'était vraiment pour l'apprentissage, voir si ça fonctionnait bien avec leur ERP. Et de là, on a fait 3 autres magasins l'été dernier. Là, on est à 6, puis on s'enligne vers un autre quand même bon déploiement dans les prochaines semaines. Wow. Début vingtaine, même pas encore 25 ans. Des étapes cruciales en financement, des étapes cruciales en développement. Livre aujourd'hui est sur le point de se démocratiser à travers les commerces québécois. Cette pression-là que tu dois ressentir, peux-tu m'en parler un peu? Je pense pas que c'est... La pression vient de où est-ce qu'on est. La pression, c'est sûr, c'est de pouvoir continuer à nourrir nos employés. Je pense, un des trucs les plus importants. On a quand même des employés qui vivent, qui ont des familles qui vivent parce qu'on les paye. Donc, c'est sûr que le plus grand stress de n'importe quel entrepreneur, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'argent, de la nourriture sur la table de nos employés dans un mois. Donc, je pense que c'est ça la plus grand stress de n'importe quel entrepreneur. C'est pas de « on est rendu à tel endroit, on est déployé dans tel nos magasins, ça change le monde. » Non, la pression vient pas de là. Donc, tu dirais que la pression vient pas de toi-même versus toi-même, mais plutôt le poids de personnes réelles qui reposent sur tes épaules, en fait, parce que ces gens-là vivent grâce à Livre actuellement. Absolument. Et d'être jeune et d'avoir ce poids-là, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu l'acceptes et tu te dis j'accepte la pression telle qu'elle est, ou tu as des méthodes pour réussir à évoluer dans tout ça? Tu as plusieurs jours, plusieurs moments dans l'année où tu as envie de pleurer presque, mais c'est ça qui motive aussi. C'est le fait que c'est de l'apprentissage, tu avances, parfois c'est des étapes de bébé, c'est minuscule, mais c'est l'apprentissage aussi. L'apprentissage d'avoir une entreprise est énorme. Mais tu parles beaucoup d'apprentissage, justement. Et ça me mène à ma prochaine question, quelque chose qui m'intéresse grandement. Est-ce qu'on apprend à devenir entrepreneur ou on est avec un jeune entrepreneur? Je ne veux pas te lancer dans un monologue philosophique à la Socrate pendant 1 heure, mais simplement expliquer, est-ce que tu penses que tu as toujours eu ça à l'intérieur de toi, en fait? Bon, il y a 3 parties rapides à cette réponse-là. Premièrement, je pense que c'est un des plus grands débats sur Internet ou sur LinkedIn. Est-ce que tu es né sur Internet ou non, sur LinkedIn? Sur LinkedIn. Est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu le deviens? Ma deuxième partie à cette réponse-là, c'est que personnellement, je pense que je suis né entrepreneur. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du côté de mes parents, mais dans le reste de ma famille, ce sont des entrepreneurs. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu mon stand de limonade. J'ai essayé de construire des longboards à un moment donné pour les vendre. Après ça, je faisais des contrats photos, des contrats vidéo. Donc, j'ai toujours eu mon entreprise. Je pense que j'ai eu une seule job salarié dans ma vie, puis ça a duré 9 mois. Donc, ça a toujours été
dans ma façon de travailler, c'est l'entrepreneuriat. Mais je pense pas que naissance, tu nais entrepreneur. C'est simplement une décision qui va te faire devenir entrepreneur. C'est, j'ai une idée ou je suis bon à faire quelque chose, je vais essayer de le faire par moi-même. Et au lieu de se trouver un emploi chez KPMG ou je sais pas quelle autre compagnie, ben c'est de prendre le leap of faith et de se dire qu'on est capable de l'apprendre par soi-même puis de faire quelque chose de mieux qu'on aurait trouvé ailleurs. Et c'est ça la différence entre devenir entrepreneur ou l'être. C'est de faire ce leap of faith et de croire en soi qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que, honnêtement, je garantis que tous les gens qui écoutent ce podcast-ci, une fois dans leur vie, ils ont une idée. Ah, ben, ça serait le fun d'avoir telle affaire qui me permet de faire telle affaire. Ah, mais c'est sûr que quelqu'un l'a déjà fait. Ça, c'est la phrase classique que tout le monde dit. Ah, mais c'est sûr que quelqu'un l'a déjà fait ou quelqu'un va le faire. Donc, directement, cette idée tombe à l'eau. Quand la seule truc qu'on peut faire de plus pour savoir si quelqu'un l'a fait, c'est aller sur Internet et regarder. Quand quelque chose a l'air trop simple et mène trop facilement au succès, on n'y croit pas. On se dit que quelqu'un a déjà saisi l'occasion alors que cette personne est peut-être toi. En fait. Exact. It's always about the journey. The journey, yes. Ouais. C'est une phrase qu'on disait l'autre soir avec quelques entrepreneurs. Mm-hmm. On fait pas ça pour autre chose que the journey. Et le journey va amener n'importe qui très très loin parce que si tu embraces le journey, tu vas tellement apprendre. Et le journey, c'est le rêve en fait. Non, c'est le parcours. Le journey, c'est le processus. Mais tu sais, quand on dit j'aimerais réaliser mon rêve d'avoir une entreprise, l'entreprise, c'est pas son résultat final. Le rêve, c'est le travail pour arriver à ce résultat final. Ouais. Comme quoi, le voyage est plus important que la destination. Absolument, 100%. Et le voyage chez Liv, comment tu le trouves? C'est le plus d'apprentissage que j'ai eu à faire de ma vie. C'est rocambolesque. Des hauts, des bas, c'est très intense dans le sens, on parle d'une compagnie qui vend à des entreprises qui vaut des centaines de millions de dollars. On doit avoir une technologie qui est très, très solide, mais en tout ça, on doit réussir à la financer. On est à travers un cycle de vente qui prend de 6 à 12 mois facilement parce que c'est long de la vente d'entreprise. C'est pas de la vente B2C où ils vont signer sur un portail en ligne, s'inscrire, mettre sa carte de crédit. Non, c'est des contrats de centaines de milliers de dollars par année qui prennent du temps à se rendre là. Quand on a lancé le livre, on connaissait rien d'un cycle de vente. On savait pas combien de temps ça allait prendre. On savait pas à qui on vendait. C'est qui le persona qu'on vendait dans l'entreprise. Est-ce que c'est les opérations? Est-ce que c'est le directeur technologique? Est-ce que c'est la personne marketing? Ça a changé 4 fois depuis. Notre langage, notre message a changé souvent. Au début, on pensait qu'un cycle de vente, ça allait prendre 2 mois. On était ridicule à penser ça. C'est facilement de 6 mois à 12 mois pour quelque chose qui va se passer rapidement. Mais souvent, quand on a un non ou un bad timing au début, on parle de 24 mois. Donc ça, c'est un immense apprentissage que j'ai fait, c'est la patience. Puis tu comprends pourquoi les gens dans l'industrie répondent lentement. Donc tu as autant évolué sur le plan du modèle d'affaires de l'entreprise, du cycle de vente, comme tu dis, tout comme tu as évolué dans une perspective personnelle, ta personne. Et c'est comme si Liv est ton bébé, mais tu es aussi le bébé de Liv, en fait. C'était profond ce que je viens de dire, non? C'était profond. Ouais, oui, dans ce sens. Tout ça, c'est de l'apprentissage, ce véhicule d'apprentissage. Est-ce que j'aurais eu ce même apprentissage-là dans une autre compagnie? Ben, ça dépend, parce que probablement pas. Toutes les compagnies sont différentes, ils vendent à des personnes différentes. Et là, dans ce cas-ci, c'est une entreprise qui est vraiment B2B, avec une technologie qui est quand même assez majeure. Donc, c'est complètement différent que de vendre un Shopify à des gens qui font des systèmes e-commerce en ligne. Ah, excusez-moi de vous interrompre, mais je pourrais-tu avoir un job chez Liv, mettons? Je suis débrouillard, je sais faire des présentations orales. Ouais, sans problème, tu peux... Envoie-moi un DM LinkedIn. C'est quoi LinkedIn? Bruno, combien de fois je t'ai dit, toi aussi, de rester dans le placard quand je reçois des invités? Ah, excuse-moi, merci, je vais aller le googler dans le placard. Ils sont tous dans le placard, Olivier. Mais je te promets qu'ils sont bien traités. C'est pas de ma faute si en 2015, j'ai fait imprimer des clones de moi par accident, ok?
Chacun ses problèmes, chacun son journey. Rick and Morty. Parlons de, parlons de journey en passant, Oli. On a parlé beaucoup du passé, on a parlé du présent. J'aimerais t'amener vers le futur, en fait. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Je vais commencer sur la réponse un peu plus philosophique. J'ai l'idée de où est-ce que je veux aller dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux faire aussi dans 15-20 ans, j'ai un peu une idée. Mais cette idée-là est simplement une trajectoire. Entre-temps, tout va changer 10, 20, 30, 40, 50 fois. Plus que ça. Et l'important, c'est de savoir pivoter et de pouvoir s'adapter. Donc, je sais où est-ce que je veux me rendre en année, et je vais aller sur ça juste après, mais est-ce que je vais me rendre là-bas ou je vais découvrir une autre trajectoire, une autre passion, un autre chemin? Et je pense que c'est pas juste une trajectoire, c'est vraiment un chemin que tu parcours. La vie, c'est une autoroute. Et ben, tu as plusieurs sorties d'autoroute. Tu peux prendre l'embranchement de la 30, puis te retrouver sur une autre autoroute après. Hein. Donc, je commence par ça parce que je ne sais pas est-ce que je vais être là dans 10 ans. Et où est-ce que je vais être. Mais je sais qu'un peu vers ma fin de carrière, j'aimerais ça aller vers la politique. Ça m'a toujours passionné. J'ai travaillé dans ce monde-là un peu à l'arrière de la politique, du côté marketing. Ça m'a toujours passionné, puis j'ai des idées, je pense, qui peuvent être intéressantes pour beaucoup de personnes. Et je veux faire du bien aussi dans le monde. Le chemin d'entrepreneuriat, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre comment des entreprises fonctionnent, comment la société, dans un sens, fonctionne. Et un jour, pouvoir redonner par la politique, je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr que j'ai beaucoup de projets du côté environnemental que je veux lancer dans l'avenir. Je ne veux pas aller trop en détail sur ça, parce que je veux les garder un peu... Dans ta petite enveloppe de projets secrets. Exact. Mais c'est sûr que je pense que le futur a besoin de nouvelles sources d'énergie verte qui vont être plus faciles à transporter. Je vais laisser ça sur ça. Donc, je veux aller dans l'énergie verte, explorer ce monde-là et trouver des solutions pour le futur et non pas des solutions pour juste aujourd'hui. Donc, le pont entre le monde des affaires et la politique, c'est un pont qui est possible. 100%. Et d'ici 10 ans, même si tu ne peux que te fixer des guides flous ou généraux, tu es assez certain que tu pourras bâtir ce pont et changer le monde de demain. Je pense que si demain matin, je voulais me lancer en politique, je pourrais facilement me construire un certain cercle de gens ou rejoindre des gens qui ont la même vision. C'est déjà des discussions que j'ai eues avec beaucoup d'entrepreneurs et de gens politiques qui partagent la même vision. Et on pourrait facilement au moins lancer certaines idées. Je ne pense pas que c'est quelque chose que je ferais demain matin. Je suis beaucoup trop jeune et j'ai beaucoup de choses que je veux apprendre encore. Mais il y a des aspects que je pense que je partage avec beaucoup de gens, surtout pour notre génération, où est-ce qu'on est né dans la génération politique de nos parents, dans la génération politique de gens qui sont beaucoup plus vieux que nous, d'une ancienne génération, en fait, de plusieurs anciennes générations dans le passé. Malheureusement, ces valeurs-là ne se partagent plus vraiment avec les nôtres et leur réalité n'est plus la même que les nôtres. Et tout ça, ça va devoir changer. Puis ça va changer par elle-même dans quelques années quand ils vont tous prendre leur retraite. Et on va être laissé dans un trou béant où est-ce qu'il n'y a aucun jeune ou pas assez de jeunes qui vont prendre le chemin d'aller guider notre pays. Donc, je pense que ça va se faire dans tous les cas, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Olivier Roy, mesdames et messieurs, un homme inspirant, comme je vous l'ai dit, sur tous les aspects. Un homme qui comprend les défis d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Je te remercie, Olivier, d'être venu. Merci à toi. Vous pouvez aller suivre Olivier Roy sur ses réseaux et surtout sa société Live, qui est
très impressionnante comme vous l'avez vu. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Chez Massy, un univers où on continue toujours de s'inspirer. C'est une belle conclusion, ça. Yes. À plus!